la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Une Congolaise nominée pour les Oscars 2013 aux États-Unis, Rachel Mwanza, âgée de 15 ans, est l'héroïne du film Rebelle. Le Premier ministre, face à la presse ce matin, Matata Ponyo, s'est exprimé sur sa récente mission à New York et à Washington DC, aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal qui vous sera proposé ce soir en édition unique. 14 février, fête des amoureux, fête de cœur, célébrée aujourd'hui à travers le monde. La Saint-Valentin est d'origine anglo-saxonne. C'est l'occasion pour ceux qui s'aiment d'exprimer mutuellement leur amour ou de le réchauffer. Et pour cela, fleurs, chocolat et cadeaux divers sont au rendez-vous pour honorer l'être ou la personne aimée. Bonne fête à tous les amoureux. Le président de l'Assemblée nationale, en sa qualité de secrétaire général de la majorité présidentielle, a rencontré aujourd'hui le président du mouvement du peuple congolais pour la République, Jean-Claude Vwemba. Obeminaku poursuit ainsi les concertations déjà entamées, prélude au dialogue national. Un reportage de Jean-Pierre Kassanganambingu. Le dialogue politique annoncé par le président de la République à la faveur autant du Congrès du Parlement que dans son message de fin d'année à la Nation se veut avant tout et pour tout qu'une démarche constitutionnelle dictée par les exigences de l'unité et de la cohésion nationale face à une menace grave que représente la balkanisation de la République démocratique du Congo. Partager une réflexion avec la participation de toutes les composantes de la nation dans la sérénité, la franchise et surtout le respect mutuel en vue de disposer d'un levier digne de correspondre à l'ambition d'agir comme un seul homme, c'est dans la pleine et juste compréhension du président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Obeminaku, les contours qu'il faut dresser de ces grands rendez-vous politiques en République démocratique du Congo. Amorcés depuis quelque temps, les échanges se poursuivent avec les acteurs politiques, au nombre desquels, en ce jeudi 14 février 2013, Jean-Claude Vwemba du MPCR. C'est une très bonne chose que la plateforme majoritaire puisse commencer à être en contact permanent avec les Congolaises et les Congolais à travers les partis de l'opposition. C'est une très bonne chose. C'est que je pourrais dire tout simplement que nous les avons entendus et que ce ne sont pas les concertations en soi, mais c'est plus un contact. Dès lors qu'il y a déjà un contact entre les hommes et les femmes, l'aboutissement et la prolongation n'est certes plus quelque chose d'incompatible. Tradition observée à la primature aujourd'hui, le Premier ministre Matata Ponyo était devant la presse pour faire le point de la mission qu'il a effectuée il y a quelques jours aux États-Unis. Résumé, Guillaume Koukoumamengi-Panji. Une mission congolaise aux États-Unis d'Amérique. À sa tête, c'était le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo Mapon. De tous les enjeux, la situation d'insécurité dans la partie orientale de la RDC, la diplomatie, la coopération bilatérale entre le gouvernement américain et congolais, l'économie, les finances, la défense ont cristallisé les échanges entre le gouvernement américain et la délégation congolaise d'une part, les responsables des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité des Nations Unies et les autorités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale d'autre part. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui restituait à la presse les notes de ses voyages, a parlé de la République démocratique du Congo comme un pays qui retrouve ses marques, puisque sa considération tient des résultats réalisés en temps réel, résultats qui ont convaincu l'Amérique et d'autres institutions mondiales. Ça aurait été un concours. La République démocratique du Congo serait dans les très bons, dans la perspective de l'excellence. S'agissant du premier point, question politique, avec le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général adjoint, et les ambassadeurs, nous avons abordé des questions ayant trait
à la sécurité à l'est du pays. Nous avons discuté notamment de l'accord cadre. Vous savez que l'accord cadre n'a pas été signé à Addis Abeba. C'est un accord proposé par le secrétaire général des Nations Unies. Et sur cette question, le secrétaire général nous a rassuré que des progrès énormes ont été accomplis et que l'accord cadre devrait, sauf surprise, être signé bien avant la fin de ce mois. L'accord cadre, c'est un accord qui va pouvoir cimenter la paix à l'est du pays parce que c'est sur base de cet accord que devra être montée toute la machinerie qui a pour objectif de consolider la paix à l'est du pays. Dossier agression, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a souligné comme acquis la solidarité pratique du gouvernement américain qui prend des mesures concrètes pour mettre fin à cette situation et sanctionner les commanditaires. Tout aussi les Nations Unies par le secrétaire général Ban Ki-moon qui œuvre pour mettre sur pied le cadre des accords et réviser rapidement les mandats de la MONUSCO qui aura à son sein la force d'intervention. Aujourd'hui, il se dégage un certain consensus pour que le mandat de la MONUSCO puisse être réaménagé afin de permettre à cette force des Nations Unies de faire le travail nécessaire et attendu par l'ensemble, non seulement de la communauté congolaise, mais de la communauté sous-régionale et internationale. Nous avons aussi discuté de la question de la brigade d'intervention. Cette brigade qui doit, sous le drapeau de la MONUSCO. Là aussi, il y a des avancées significatives qui démontrent que, la sous-région, notamment la SADC, est disposée à pouvoir fournir des contingents nécessaires pour travailler dans le sens d'interposition de la paix. Et le secrétaire général nous a rassuré qu'un travail par, en tout cas, ce spécialiste, un travail est en train d'être fait pour que cette mission puisse aboutir. Le processus d'acquisition des drones a été déjà lancé et qu'il est fort possible que d'ici juin-juillet, que les drones soient opérationnels pour identifier les mouvements de ceux qui dérangent l'Est du pays. Économie et finances, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont tombés sous le charme du leadership imprimé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, mis en pratique par le gouvernement. Ce leadership qui à lui seul fait l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès des autres pays. D'une manière générale, les autorités américaines ont félicité le gouvernement congolais pour les progrès économiques appréciables réalisés depuis quelques années. Ils ont aussi apprécié l'engagement personnel du chef de l'État dans les questions de gouvernance économique. Et les discours ou l'allocution du chef de l'État à Lubumbashi, lors de l'ouverture de la conférence sur la transparence et la gouvernance dans le secteur minier a été très apprécié. Le Fonds monétaire international, d'une manière générale, a salué les performances exceptionnelles du gouvernement congolais. Et le Fonds monétaire a dit que si ces performances continuent, il s'avère que des changements notables devaient se constater au niveau de la gestion, non seulement des ressources publiques, mais aussi au niveau des vies de la population congolaise. Cette mission aux États-Unis, conduite par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, est porteuse de nombreuses dividendes sur le plan politique, avec cette appréciation internationale de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et de la bonne gouvernance du gouvernement, qui l'étale dans tous les secteurs. La mission européenne des conseils d'assistance en matière de sécurité ESSEC vient de remettre du matériel médical et sportif au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Alexandre Lubatambo. Une contribution au bon déroulement de l'opération de sélection et de recrutement au sein des forces armées de la RDC. Reportage Félix Zaloumeti-Dandou. Mission des conseils et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité ESSEC en marche dans son programme d'action 2013 au bénéfice de FARDC. Elle a fourni ainsi ces jeudi à ses corps de défense un important lot de matériel et d'équipements de sport d'une valeur de 162 000 € pour une meilleure opération de sélection
d'orientation et de recrutement au sein de FARDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Loubantambo, qui a réceptionné personnellement ses dons à la barre d'approvisionnement et de ravitaillement de la commune d'Agombe, a salué la communauté européenne pour ses marques de solidarité sans cesse pour soutenir la réforme de FARDC en cours. Notre vif espoir est qu'un tel partenariat entre nos pays puisse contribuer réellement au renforcement de nos capacités afin de contribuer davantage à la consolidation de la paix dans ce pays qui a tellement souffert. Car cette paix est aussi vitale pour l'indispensable développement économique et social auquel notre pays a droit d'aspirer. Le chef de la mission européenne ESSEC, Jean-Louis Nuremberg, note que ce geste s'inscrit dans le cadre du programme d'action RDC-ESSEC tel qu'élaboré et signé par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants et la mission ESSEC en novembre 2012 en appui à la mise en œuvre du plan de la réforme de FARDC suivant les besoins des autorités militaires de la République démocratique du Congo. Le matériel que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui est constitué des premières dotations destinées à équiper une trentaine de ces centres et directions régionales de recrutement dans toutes les provinces de la RDC. L'entente interprovinciale organise une messe d'action de grâce en mémoire des chrétiens tués pour avoir réclamé la réouverture de la conférence nationale souveraine en 1992. Ce sera le samedi 16 février prochain en la paroisse Notre-Dame de Fatima, activité à inscrire dans le cadre de la campagne pour la paix et la cohésion nationale déclenchée en 2012. Reportage de Constance Mananga rendu par Joël Lungenza. Le 16 février 1992, les chrétiens de Kinshasa sont descendus dans la rue pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine, fermée quelques jours plus tôt. Par la suite, cette marche sera reprimée. Journée inoubliable, c'est comme ça que les Congolais se représentent aujourd'hui, le 16 février. L'entente interprovinciale a choisi cette journée pour se souvenir, à travers une messe d'action de grâce, des chrétiens, martyrs de la démocratie, et penser aussi à tous les Congolais victimes de la guerre dans l'Est. L'EIP, par son comité provincial, organise cette campagne dans le respect de la diversité des opinions politiques et religieuses. Saisit cette opportunité de la journée du 16 février, qui est à son 21e anniversaire, et laquelle journée a été consacrée par le peuple congolais comme journée des martyrs de la démocratie. Nous élèverons nos prières pour ceux qui sont en train d'être décimés à l'Est à cause des ambitions politiques démesurées de quelques fils et filles du pays, complices de certains étrangers envieux de nos richesses. L'entente interprovinciale voit la date du 16 février comme un patrimoine commun. C'est pourquoi elle invite tous les Congolais de toutes les provinces et de toutes les tendances à assister à la messe qui sera dite en mémoire des martyrs du 16 février 1992. Cette activité rentre dans le cadre de la campagne pour la paix et la cohésion nationale lancée le 28 juillet 2012. Le collège exécutif national de l'église kimbanguiste s'est retiré à Kamba le 12 février dernier pour statuer sur la situation générale de l'église. Ce jeudi 14 février 2013, il a réuni la presse pour donner sa position sur la dissidence au sein de l'église. Ce reportage est de Fabrice Wanzengue. Le conflit qui couvre depuis un certain temps entre l'église kimbanguiste, dont le siège est situé sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu, et la dissidence de l'avenue Monkoto en Ngiringiri a fait l'objet de ce point de presse. Il s'agissait d'expliquer à l'opinion tant nationale qu'internationale le vraie raison de la dernière dissidence par rapport aux deux antérieures intervenues entre 1959 et 1962 et 1963-1964, ainsi que les pistes de solutions pour parvenir à la réconciliation et à l'unité de l'église kimbanguiste du reste des idéaux défendus par le prophète Simon Kimbangu. D'après le collège exécutif national de l'église kimbanguiste, plusieurs tentatives de réconciliation entre les deux parties ont été envisagées, mais enfin, et ce malgré l'intervention du pouvoir public qui a d'ailleurs produit 2 arrêtés ministériels à ce sujet. Pour ces collèges, il faut seulement mettre en application ces arrêtés pour éviter la confusion, les désordres et l'anarchie au sein de l'Église.
À propos de la réintégration des dissidents, le collège a rappelé les dispositions qui la réglementent. Chacun est appelé à faire le geste car il est dit le salut est individuel. En présence de plusieurs invités du gouvernement, 3 dissidents de Monkoto ont fait l'acte d'obédience en s'inclinant devant les fidèles pour marquer leur retour à la grande maison. 3 jours de prière de délivrance pour la nation et les familles, une initiative de la communauté de l'église Le Rocher pour implorer la grâce divine sur la RDC dont la partie orientale est privée de paix. Commentaire Alain Bikaï. Fidèles au rendez-vous, les chrétiens de l'église Le Rocher Frappé ont répondu massivement à l'appel de leur pasteur et leader, le révérend Médard Kankolongo, au terrain Assosa dans la commune de Kasavubu. Objectif, combattre tous les plans du diable dressés contre les familles et contre la RDC à travers le thème « Trop c'est trop », thème développé pendant 3 jours par l'homme de Dieu, soit du 8 au 10 février 2013. Le Oint de l'Éternel a dévoilé aux chrétiens de sa communauté les différentes manœuvres et les astuces utilisées par le diable pour détruire les familles entières et voire même le pays. Pour faire face au diable, l'homme de Dieu a dit que le chrétien a des armes redoutables, la parole de Dieu et la prière agressive. Les deux permettent aux chrétiens de renverser les autels démoniaques et de détruire les œuvres du diable dans les vies des enfants de Dieu et dans le pays. De la parole à l'acte, l'envoyé de l'Éternel a conduit l'Église dans la prière. Et pendant cette mouvance de prières, de supplications et de combats, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté parmi son peuple par des guérisons miracles et des délivrances des gens sous l'emprise des démons. S'agissant de la RDC, l'Église de Rocher Frappé a imploré la grâce de Dieu sur le pays. Ce, avant de recommander les institutions de la République et la partie est de la RDC à l'Éternel des armées, seul maître du ciel et de la terre qui détient la véritable armée pour sécuriser les frontières de la RDC. Les ressources pétrolières et gazières de la RDC sont à exploiter. Le ministre des Hydrocarbures, Crispin Atamatabe, a évoqué la question avec l'envoyé de la chancelière allemande pour l'Afrique. Reportage Bobette Ngalisamba. En séjour de travail en RDC, l'envoyé personnel de la chancelière allemande pour l'Afrique a échangé ce jeudi 14 février 2013 avec le ministre des Hydrocarbures, Crispin Atamatabe Mogodi. Monsieur Gunther Nook, qui travaille sur des questions de coopération au développement, notamment dans le domaine des ressources naturelles, a évoqué avec le patron de l'or noir congolais l'état des lieux des gisements pétroliers et gaziers du pays. Nous avons également discuté la question de savoir, il est important de savoir de quel gisement dispose le pays, où se trouvent ces gisements et en quelle quantité. Et donc nous avons parlé de la question de savoir comment on peut savoir ce que vous avez dans votre pays avant de passer à une exploration ou même une exploitation de tels gisements. Et peut-être en matière de recensement, traitement de données, l'Allemagne peut faire plus que dans le domaine de l'extraction de pétrole parce que là, il n'y a plus de société allemande qui est active dans ce domaine. La République fédérale d'Allemagne compte s'engager en RDC dans ces différents domaines de ressources naturelles, dans la transparence, en tenant compte de la bonne gestion de l'environnement. Kinshasa et Oslo s'activent à consolider leurs liens de coopération. En témoigne cette audience que le vice-ministre des Affaires étrangères, Tunda Wakasende, a accordée à une délégation norvégienne en mission en République démocratique du Congo, Jacques Kabwaba. Reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Tunda Yakasindi, le directeur général adjoint du Royaume de Norvège en charge des affaires étrangères, André Agarder, a largement échangé avec Maître Tunda sur les questions qui touchent au renforcement de la coopération entre les deux États. Pour élever le niveau des investissements norvégiens en République démocratique du Congo, les deux personnalités ont décidé de renforcer les relations diplomatiques dans plusieurs domaines. Dans les secteurs techniques, Oslo propose d'octroyer à Kinshasa des bourses gratuites pour la formation des techniciens à condition d'une demande officielle des autorités de la RDC. Dans les domaines des ressources naturelles et de l'écologie, les échanges ont porté sur la possibilité de transmettre aux autorités congolaises les bases de données issues des prospections géologiques du sol de la RDC. Dans les secteurs de l'enseignement supérieur, il convient de signaler que les nouvelles bourses norvégiennes qui seront octroyées à la partie congolaise seront orientées dans les domaines de la formation des experts congolais pour la prospection et l'extraction des hydrocarbures.
L'hôte des vice-ministres a saisi cette opportunité pour solliciter les transfèrements à Oslo des deux ressortissants norvégiens détenus pour avoir commis un meurtre à Kisangani en province orientale sur la personne du chauffeur qui les transportait. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Toundaya Kassende, a dit à son hôte que ce dossier est encore au traitement par la justice congolaise. Au sortir de l'audience, la délégation norvégienne s'est réservée de tout commentaire. Le rapport pays édition 2010 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a été présenté aux membres du gouvernement présents hier à la réunion interministérielle du comité de pilotage de ce programme, une réunion présidée par le ministre du Plan. Reportage Antoine-Roger Bolamba. Le validateur Hugues Renaud a présenté ce mercredi à quelques membres du gouvernement de la République qui gèrent le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives le projet du rapport ITIE RDC 2010 qu'il doit présenter à l'ITIE international. C'était au cours de cette réunion interministérielle présidée par le ministre du Plan et suivie de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Selon Célestin Vunabandi Kanyamihigo, l'objectif de cette démarche de communication, c'est d'aboutir à obtenir que la RDC soit déclarée en mars prochain pays conforme par l'ITIE international. Il nous a fait des observations. Nous constatons que le rapport est satisfaisant parce que sur l'ensemble des exigences de l'ITIE, la quasi-totalité des exigences se trouve pratiquement remplie. Il n'y a que 3 exigences sur lesquelles les débats continuent. Le travail donc continue entre les secrétariats techniques de l'ITIE et les validateurs. Il faut prendre en compte les observations que nous allons formuler et une fois que ce rapport aura été harmonisé avec nos positions, le rapport définitif sera transmis à l'international de l'ITIE pour que finalement il soit pris en compte par le conseil d'administration de l'ITIE. Il reconnaît les efforts qui ont été fournis au fur des années, il reconnaît que l'ITIE est un processus, qu'au cours des 2 dernières années nous avons fourni des efforts immenses. Cela est clairement dit dans ce rapport et en même temps, et c'est tout à fait naturel, qu'il formule des observations et des recommandations. Dans le cadre de la lutte contre la pollution et la dégradation de l'environnement, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et de l'Économie et Commerce, a formellement interdit la fabrication, l'importation et la commercialisation des emballages non biodégradables. Afin de pallier à l'insuffisance en matière d'emballage, le ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises n'a cessé de multiplier les stratégies pour combler les vides créés par les emballages interdits. À cet effet, il sera procédé ce vendredi 15 février 2013 à 11h30 au 2e niveau des nouvelles galeries présidentielles à l'inauguration du laboratoire de la technologie exo-biodégradable TOBI en sigle qui effectuera les analyses des biodégradabilités de tous les emballages en sachet. Pour ce faire, tous les fabricants, importateurs et grands utilisateurs sont conviés à la dite manifestation qui consolide d'une part le climat des affaires et d'autre part la lutte contre les emballages interdits. Communiqué signé Rémi Moussoungaï Bampale, ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises. Le cri de la forêt, c'est le titre de l'ouvrage publié par le ministre de l'économie forestière de Congo-Brazzaville. Henri Djombo a expliqué aujourd'hui à la presse les contenus de cet ouvrage qui aligne toutes les conséquences néfastes de la déforestation. Reportage Marthe Mangaza et Jean-Paul Mouaï. Préserver l'environnement et lutter contre la déforestation préoccupe au plus haut point le ministre de l'économie forestière du Congo-Brazzaville, Henri Nzombo. Mettant à profit son bref séjour en République démocratique du Congo, il était face à la presse ce jeudi 14 février au Grand Hôtel Kinshasa. Écrivain des sonnets, Henri Nzombo a publié beaucoup d'ouvrages dont Les Cris de la forêt sous forme d'une pièce théâtrale. Une façon pour lui de véhiculer le message sur la protection de la nature. Et ils sont en train de détruire, de dévaster la forêt. Puis à la fin, qu'est-ce qu'il en restera? Plus rien. Cette ressource qui leur permettait de s'enrichir disparaît. Qu'est-ce qui s'ensuit? La pauvreté, la paupérisation du milieu rural. Et l'intérêt de l'État, c'est de réglementer justement la gestion de la ressource pour qu'elle soit pérenne.
Pour cette catégorie de personnes dont leurs activités sont focalisées dans l'exploitation du bois, le ministre donne des pistes de solutions. D'extinction, il faut les laisser se régénérer. Donc déjà, il ne faut pas les abattre. Deuxièmement, il y a des diamètres d'arbres qu'il faut respecter. Il y a des diamètres qui montrent que l'arbre est mûr et qu'on peut l'exploiter. Plus à un diamètre inférieur, il ne faut pas le faire. Sinon, on tombe dans un mode d'exploitation qui empêche la ressource de se. Donc déjà, les règles elles-mêmes, édictées par la loi, assurent une certaine harmonie entre le renouvellement de la ressource et son exploitation. L'Allemagne veut améliorer sa coopération ou son partenariat avec la RDC dans les secteurs de l'environnement. L'envoyé de la chancelière allemande pour l'Afrique a été reçu à cet effet par le ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature, Bavon Samputu. Reportage Suzanne Lumana et Faustin Ochumbe. République démocratique du Congo est les poumons de l'humanité du fait de son immense forêt. Le gouvernement allemand accompagne la RDC à travers la GIZ, dont la conservation de la nature et la gestion de sa biodiversité. Une délégation allemande, conduite par l'envoyé de la chancelière allemande pour l'Afrique, Jan-Hendrik Van Thiel, a conféré avec le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputu Elima, sur les enjeux environnementaux en République démocratique du Congo. La dite délégation est venue à Kinshasa pour approfondir les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne dans le secteur de l'environnement. Je pense que la coopération entre nos deux pays est sur une bonne voie. Il y a très souvent des consultations gouvernementales et dans ce cadre-là, le Congo peut faire valoir ses soucis. Je pense que l'Allemagne continuera à ce moment-là de donner son aide dans les secteurs où elle est forte. Et c'est entre autres, par exemple, la protection des ressources naturelles où nous allons accorder encore notre aide. Évidemment, nous sommes également intéressés à ce que la situation en matière de sécurité dans votre pays s'améliore et que les activités minières se passent dans un bon cadre. Évidemment, on peut remédier à beaucoup de problèmes grâce à une juridiction en matière de protection de l'environnement, mais ce serait mieux d'organiser les activités minières dès le début d'une bonne façon. Et je pense que tout ce qui concerne les planifications, l'Allemagne est très bien placée pour donner un aide. Nous l'avons dit dans le titre de ce journal, une jeune Congolaise de 15 ans a été nominée pour les Oscars 2013 aux États-Unis. Rachel Mwanza tient le rôle clé dans le film Rebelle qui a déjà remporté l'Ours d'argent en Europe. 2011, Kinshasa reçoit le tournage du film Rebelle, qui est une épopée sur fond de guerre civile racontant l'histoire de Komona, une enfant soldat arrachée à sa famille et formée à l'art de la guerre et les atrocités des guérillas africaines. Peu après sa sortie officielle, première dans l'histoire du cinéma africain. À seulement 15 ans, la Congolaise Rachel Mwanza, héroïne principale du film, est plébiscitée meilleure interprétation féminine et reçoit l'Ours d'argent du plus grand festival du cinéma européen lors de la Berlinade 2012 en Allemagne. Goes to Rachel Mwanza for her role in Rebelle. Performance continentale, car jamais dans l'histoire du cinéma africain, une actrice n'avait reçu pareille récompense. C'est une récompense pour le talent congolais, une victoire pour l'Afrique. Depuis, Rachel Mwanza arpente les tapis rouges des plus grandes villes du monde pour représenter les talents congolais dans le meilleur festival et dans les plus grandes salles de cinéma. Merci. Équipe Nabiso. Confirmer le génie artistique de la jeune comédienne congolaise et hisser le drapeau congolais au sommet du 7e art mondial. Le film Rebelle, qui a depuis raflé plusieurs récompenses à travers le monde, vient d'être nominé pour la plus grande cérémonie de remise de trophées de cinéma dans le monde, la prestigieuse cérémonie des Oscars 2013 aux États-Unis. Encore une fois, cette pure enfant du pays ira représenter l'image de la RDC pour mettre en avant l'espoir congolais. Bonne chance à Rachel Mwanza. La RDC est derrière toi. Voilà. Des soins palliatifs, c'est l'ensemble des soins d'accompagnement prodigués à un malade en fin de vie. Très peu de Congolais le connaissent, voilà qui a amené le ministre de la Santé publique, Dr Félix Kabange, à décréter cette campagne de sensibilisation sur les soins palliatifs, nous dit Virginie Lofembe.
Le manque de connaissances et d'informations sur les soins palliatifs en RDC a motivé le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange-Numbi, à prendre part à la journée de sensibilisation des soins palliatifs organisée ce jeudi 14 février 2013 à l'hôtel Vénus, car la santé n'a pas de prix. Dans le souci d'assurer le développement du système sanitaire de la République démocratique du Congo, que la nécessité d'intégrer les soins palliatifs devient de plus en plus une priorité dans notre système de santé. L'objectif de cette journée consiste à contribuer à lever ce boulot d'étranglement informationnel qui entrave le développement des soins palliatifs en République démocratique du Congo, et cela par la sensibilisation de toutes les parties prenantes œuvrant dans le secteur de la santé. C'est donc pour moi un honneur de présider la genèse de cette longue marche qui certes aboutira à l'intégration de cette nouvelle approche des soins palliatifs dans le système sanitaire de la République démocratique du Congo. Un médecin de l'hôpital Saint-Joseph de Limete a été arrêté pour homicide involontaire sur une jeune femme. Ce dossier soulève déjà des questions sur la pratique médicale de certains médecins en République démocratique du Congo. Robert Ndaye. C'est une enquête qui soulève beaucoup de questions dans la profession de médecin et surtout en ce qui concerne les interventions chirurgicales d'une femme enceinte. Les éléments de la police d'intervention rapide viennent de mettre la main sur le médecin Hassoun Bienvenu, jeune médecin de l'hôpital Saint-Joseph de Limete, poursuivi pour homicide involontaire sur la défunte Clarisse Kassende, épouse de M. Kass Kassende, qui a succombé après une intervention chirurgicale ayant entraîné la mort de deux jumeaux et leur mère le 12 février dernier. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par le mari Kassende Kass de la défunte et du refus du médecin directeur de l'hôpital Saint-Joseph de Limete de coopérer avec les agents de l'ordre. Le major Tovu Jean-Jacques affirme que la police a agi conformément à sa mission et surtout qu'il y a eu mort d'homme. Le lundi 11, vers 7h30 du matin, avant qu'il n'ait pluie, nous avons reçu un grand nombre de gens venus se plaindre pour mort d'homme. Une dame mariée à un monsieur, je ne sais pas le nom, c'était moi là, était partie d'elle-même en bonne santé à l'hôpital Saint-Joseph, non loin de chez nous ici, pour une consultation prénatale parce qu'elle était enceinte de 4 mois. Elle est allée voir naturellement son médecin pour la CPN. Mais curieusement, une CPN s'est traduite à une mort d'homme. Nous sommes portés chez Saint-Joseph en sollicitant d'abord l'autorisation de leur médecin directeur. La situation est présentée chez nous en cas de flagrance. On croyait que c'était le cas de flagrance. C'est-à-dire que l'OPJ a signé un mandat d'amener de flagrance. Là, il s'agit de cas d'homicide involontaire. Parce qu'il n'a pas prémédité cela. Il n'a pas assassinat. Le ministère public n'est pas tenu de qualifier ou de requalifier notre information. Il faut dire meurtre ou involontaire, il peut disqualifier ou requalifier le même fait. Pour l'heure, l'enquête est ouverte pour établir les responsabilités et le docteur Hassoun est incarcéré au parquet de Matete qui est inscrit sur ce dossier et la dépouille mortelle de la défunte se trouve à la morgue de l'hôpital Marie-Biamba Mutombo. C'est un dossier à suivre. Comment gérer les dossiers de justice sans faille? Comment bien exécuter les décisions de justice? Des questions exploitées au cours de ce séminaire de remise à niveau destiné aux greffiers des cours et tribunaux. C'est un reportage de Férouzi et Antoine Roger Bolamba. Ce séminaire a consisté à la mise à niveau du greffier en chef, les greffiers principaux, divisionnaires et titulaires des cours et tribunaux de la ville de Kinshasa. Parmi les matières discutées, il y a eu, entre autres, la problématique de la saisine des cours et tribunaux qui doit être renforcée par les greffiers alors que les huissiers doivent remplir leurs tâches conformément à la procédure en vigueur. En ce qui concerne la problématique de la gestion des dossiers judiciaires, les greffiers ont d'abord défini le cadre nécessaire à la sécurisation des dossiers, c'est-à-dire bureaux, armoires, étagères, fardes de chemise et ordinateurs, bref, la logistique. Enfin, la problématique de la non-exécution des dossiers. Ici, l'Assemblée a dû relever les voies et moyens pour arriver à l'exécution parfaite d'une décision de justice. Réagissant face à ces résolutions, le premier président de la Cour suprême de justice a insisté sur la sanction qui guette tout greffier qui ira à l'encontre des résolutions prises par eux-mêmes au cours de ce séminaire. Aujourd'hui, vous avez
pris la résolution de marquer un grand changement dans votre manière de travailler. C'est à ce titre qu'il nous a été donné lecture des résolutions prises à l'issue du séminaire organisé au sein de cette cour. Des médicaments pour les centres de santé de Ibambi dans les territoires de Wamba, province orientale. Cet aidant du gouvernement acheminé aux bénéficiaires par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo. Reportage Lopez Kakuba. La population du territoire de Wamba, précisément du village Ibambi, dans la province orientale, dit merci au chef de l'État Joseph Kabila Kabange et au Premier ministre Matata Ponyo pour la nomination de leur fille Geneviève Inagosi Kasongo Boulo Ibambi à la tête du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Cette population a organisé un défilé le 5 février 2013 dans l'enceinte de l'école primaire Ambende Kondea pour montrer son soutien indéfectible au chef de l'État. Élisée Baguini, représentante des femmes, les représentants des chefs coutumiers et autres personnes ont exprimé le besoin de la réhabilitation de la route Nyanya-Iziou. La sanction sur les violences sexuelles, pour ne citer que cela. Prenant la parole à son tour, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant a invité la jeunesse aux études. Elle a condamné les mariages précoces et forcés de jeunes filles, ainsi que les violences sexuelles. Au nom du gouvernement de la République, Inagosi Kasongo a remis un lot de médicaments pour 3 postes de santé de cette partie du pays. C'est pour la première fois que je reviens dans ce territoire après mon élection comme député national. J'ai le devoir de venir leur exprimer ma gratitude et mobiliser tous derrière le chef de l'État, derrière le gouvernement, contre la guerre qui sévit actuellement à l'est du pays. Nous constituons une seule nation, un seul pays. Nous ne pouvons être tranquilles dans les territoires de Wamba si une partie de notre population est en guerre. Les flux des appels internationaux déclarés par les opérateurs du GSM en République démocratique du Congo est en nette progression. Le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Trifon Kikemumlumba, s'en réjouit. C'est une première dans l'histoire de la téléphonie mobile depuis son avènement en RDC. Les appels entrants ont augmenté de 60% en début d'année. À la base de ce bond spectaculaire, l'annonce l'année dernière de la mise en place d'un dispositif de contrôle par les consortiums franco-américains, Entreprises Télécom et Agilis International. Une initiative du gouvernement pour lutter contre la fraude du Code 243. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication se félicite et appelle les 5 opérateurs du GSM à collaborer avec les consortiums franco-américains pour que les prévisions de 120 millions d'appels entrants mensuels soient atteintes. Notre pays enregistrait plus de 120 millions de minutes d'appels internationaux entrants, mais les systèmes déclaratifs faisaient qu'on enregistrait 20 millions. On peut imaginer le manque à gagner important. Depuis que cette campagne a été lancée, peur du gendarme ou quoi, nous assistons à une augmentation importante des appels internationaux entrants. Nous sommes passés de 20 millions à 32 millions. Ça fait quand même 60% d'augmentation. Au cours de cette réunion, le professeur Kinke Mulumba a également évoqué l'exploitation commerciale de la fibre optique dont le lancement est prévu dans la deuxième quinzaine du mois de mars prochain. La date actuelle est fixée au 19 mars, à moins qu'il y ait changement par rapport à tous les travaux qui sont indépendants de l'ASCPT et aussi indépendants d'Alcatel. Les ingénieurs d'Alcatel qui sont sur place à Monde ont commencé déjà à faire les tests sont concluants. Le ministre des PTNTIC a profité de cette rencontre pour appeler les opérateurs GSM à régler la question de l'interconnexion qu'Africell peine à obtenir des autres. Interconnexion qui du reste est obligatoire en RDC.
Reportage de Joël Lungenza. Le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Bonaventure Tchelo, a visité ce matin l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC pour constater que les conditions de travail s'améliorent dans cet établissement d'enseignement supérieur. Blandine Wavingana. C'est pour palper du doigt les réalités des établissements d'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique que le ministre des tutelles Bonaventure Tchelo Chima a entamé cette visite d'inspection ce mercredi 13 février 2013. À l'étape de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, les efforts pour offrir aux étudiants un cadre d'apprentissage favorable ont été observés par le ministre Tchelo. Les salles des cours, les studios-écoles au profit des journalistes en devenir, sans oublier les bureaux, la bibliothèque réhabilitée, laissent entrevoir l'élan réel de la reconstruction au sein de cette institution universitaire. L'occasion était indiquée pour les recteurs de l'IFASIC de saluer l'initiative du ministre de visiter son alma mater. Le professeur Kitima a cependant exprimé la nécessité de poursuivre l'œuvre de la réhabilitation, ce qui implique les moyens conséquents pour achever les travaux en cours. De son côté, le président des étudiants, qui a reconnu que toutes ces réalisations se font sur fonds propres de l'IFASIC, a sollicité auprès du ministre l'octroi de bourses, ce qui allégerait selon lui la charge aux étudiants. Le ministre de l'ESURES a félicité la communauté de l'IFASIC pour l'engagement en faveur du progrès. Le professeur Bonaventure Tchelo l'a exhorté à plus de conscience professionnelle pour que les valeurs priment sur les antivaleurs et que triomphe la rigueur scientifique à l'heure de la modernité. C'est grâce à la communication qu'on apprend tout ce qui se passe de bien et de mauvais dans une société et pour l'orienter vers le meilleur, vers l'excellence. Je dois justement m'imprégner des réalités de chaque institution pour mieux la gérer, et c'est mon rôle. Le ministre reçu par le ministre de l'économie nationale, le directeur général de Canal Plus Afrique, a eu l'occasion d'expliquer la politique commerciale de sa société en République démocratique du Congo. La délégation de Canal Plus était également l'hôte du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. La couverture médiatique de Canal Plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo était au centre des entretiens qu'a eu le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Jean-Bosco Bala Okwibale, et le directeur général de Canal Plus Afrique, Jean-Christophe Ramos. L'abbé président du CESAC a félicité les DG de Canal Plus sur l'initiative de l'image de marque qu'il donne à la population congolaise et souhaite que ceux-ci travaillent en collaboration avec les partenaires locaux. Le régulateur a pour mission d'amener les opérateurs de télédistribution, de distribution par satellite, d'amener tous ces opérateurs à pouvoir d'abord travailler dans de bonnes conditions. Nous aimerions d'autres opérateurs puissent prendre en charge les bouquets ou sur le bouquet des chaînes de télévision de notre pays. Ensuite, Jean-Christophe Ramos a conféré avec le ministre de l'économie nationale, Jean-Paul Nemoyato, sur la politique commerciale de la société Canal+. Le ministre leur a rassuré qu'il aura prochainement une réunion avec les réseaux des distributeurs et les responsables de Canal+ pour la bonne marche de ces secteurs. On fait partie d'un groupe qui a l'habitude et l'obligation de respecter à la lettre les règles et les obligations et les lois du pays dans lesquels nous intervenons. Donc, nous appliquons évidemment toutes les mesures qui sont décidées dans le pays. On a cette vocation de développement d'une manière importante sur la RDC. Les nouveaux équipements destinés à la RTNC Mbandaka seront bientôt installés. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, a pris en charge tous les frais liés à cette installation. Vital Mpaga. Le gouvernement a tenu à doter toutes les stations de la RTNC des nouveaux équipements numériques. Parmi celles-ci, la RTNC Équateur, dont les matériels ont été visités par les gouverneurs. Jean-Claude Baïndé a salué la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, soulignant que la radio comme la télévision jouent un rôle de premier plan dans la cohésion sociale. Et pour assurer l'opérationnalisation de ce matériel, le chef de l'exécutif provincial a donné une enveloppe au directeur provincial de la RTNC Équateur. Ce, en attendant
l'arrivée des techniciens qui viendront de Kinshasa. Autre activité du gouverneur Baindé, c'est sa rencontre avec les Pygmées, ce peuple autochtone de la province de l'Équateur. Ceux-ci sont venus solliciter l'implication du chef pour le respect de leurs forêts respectives, en même temps pour leur insertion sociale et leur participation à la vie politique. Aussi, le gouverneur Jean-Claude Baindé a-t-il mis à jour un projet louable consistant à construire une école primaire en faveur des Pygmées. C'est par un dîner de gala que s'est clôturée cette journée entre le gouverneur et les Pygmées. En province orientale, le nouveau gouverneur Jean Bamanissa a pris officiellement ses fonctions. C'est une cérémonie de prise d'armes. Elle a consisté à présenter aux policiers, officiers, sous-officiers et gradés de la police nationale congolaise le nouveau gouverneur de la province orientale. Le commissaire divisionnaire adjoint, commandant de la police nationale congolaise, province orientale, a appelé ces hommes à obéir aux nouvelles autorités et ce, conformément aux prescrits de la Constitution. Vous devez obéissance et respect au gouverneur et au vice-gouverneur, ainsi investi sur tout ce qui vous demanderont pour le bon fonctionnement des services et pour le maintien et rétablissement de l'ordre public. Ils n'ont pas été élus pour un clan, ils n'ont pas été élus pour une tribu ou une classe de gens. Ils sont au service du peuple, ils sont neutres. Ainsi, la police étant neutre, apolitique, nous leur devons obéissance et respect. Dans son allocution à l'occasion, Jean Bamanissa Saïdi a rappelé aux policiers leur rôle d'assurer la protection de la population civile et de leurs biens. Il les a adjoints à la discipline, au respect des autorités et surtout à mettre fin aux tracasseries. Cette discipline, vous avez eu à l'acquérir, vous avez été formé et au nom du chef de l'État, nous voulons qu'en province orientale, la population puisse être tranquille quand elle voit un policier. Nous voulons vous demander dorénavant d'être les responsables de ceux qui vont empêcher les tracasseries. Pour clôturer en beauté la cérémonie, la police de circulation routière, unité anti-émeute, police d'intervention rapide et génie de police, y compris leurs épouses, ont défilé devant l'autorité provinciale. Une façon pour ces différents corps de la police nationale congolaise de témoigner de leur attachement et fidélité à l'autorité établie. Présent au forum minier qui s'est tenu dernièrement à Lubumbashi, le gouverneur du Maniema, Tutu Salumu, a échangé avec les ressortissants de sa province vivant au Katanga sur les développements de leur communauté d'origine. Nadine Kilosho. Mettant en profit son séjour à Lubumbashi, le gouverneur de la province du Maniema, Tutu Salumu Pascal, a rencontré les fils et filles du Maniema. Un échange qui a tourné autour du développement de la province du Maniema, l'amour entre les ressortissants du Maniema, mais aussi et surtout une bonne cohabitation avec les Katangais. Occasion pour Ogi Moussafari, président des ressortissants du Maniema vivant au Katanga, de rappeler les vertus qui doivent toujours les caractériser, prêchant par un bon exemple. Le gouverneur Tutu Salumu Pascal va contribuer avec une enveloppe consistante à la matérialisation des idées du Sorema. C'était avant de recevoir tour à tour les investisseurs, la représentation des femmes et les étudiants. Ces filles du Maniema ont voulu rencontrer le gouverneur du Maniema. Il était difficile que nous puissions les rencontrer tous. C'est pour cela que nous venons de rencontrer le comité de la communauté du Maniema habitant de Katanga. D'abord pour rendre compte de la situation qui prévaut dans notre province. Parce que vous savez qu'en tant que gouverneur, nous sommes comptables devant la population du Maniema. Où que nous nous trouvions, nous devions donner l'information, la vraie information de l'ensemble de la situation qui prévaut dans notre province. Deuxièmement, échanger avec les filles et fils du Maniema sur les difficultés, les enjeux, les défis de la reconstruction de la province. C'est ce que nous venons de faire avec plaisir. Nous venons d'enregistrer beaucoup, non seulement beaucoup de propositions, mais aussi beaucoup d'initiatives conçues par les filles et fils du Maniema pour le Mali. Nous les avons encouragés à cohabiter pacifiquement comme d'habitude avec les autres compatriotes du Katanga. Accroître la productivité du manioc à 20% dans les sites du projet financé par la Banque africaine du développement. C'est l'objectif du projet d'appui de la composante manioc lancé dernièrement. Suzanne Loumana.
Augmenter la productivité du manioc permettra de résoudre les problèmes de la faim et de la pauvreté pour les pays producteurs. La Zambie, la Tanzanie, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo s'inscrivent dans ces projets agricoles SARD-SC. Les experts de ces pays viennent de clôturer les travaux de 2 jours sur l'accroissement de la productivité de la composante manioc dans leur pays par rapport à ces nouveaux projets de 5 ans sous financement de la Banque africaine de développement et exécutés par l'ITA, qui envisage d'augmenter cette productivité de 20% au moins. En cela, 500 paysans seront bénéficiaires directs de cette culture et 10 millions de personnes comme bénéficiaires indirects, a indiqué le coordonnateur de ces projets, Chris Hakem. Pour clôturer les travaux des experts, le directeur des cabinets du ministre de l'Agriculture, Alexis Makumiaviri, a salué les résultats de ce travail réalisé à la demande de l'ITA. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous ne serons que ravis de voir nos jeunes chercheurs, les paysans et les autres acteurs dans les filières de manioc être capables de poursuivre les activités après projet. J'invite l'ITA à bien collaborer avec l'INERA, les universités, la FAO, les associations paysannes et avec les autres institutions d'innovation de la recherche pour le développement sur le manioc. De communiqués nécrologiques avant de clôturer ce journal, les familles Moulindi Lungele, le général Gédéon Kibonge Labama annoncent aux amis, frères et connaissances de Kinshasa, des provinces et la communauté légale le décès brutal de leur fils, frère et beau-fils Moulindi Lungele et Léodore, directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel et de la RTNC au matin du 13 février 2013. En attendant les programmes de funérailles qui vous sera communiqué ultérieurement, le recueillement est organisé sous l'avenue Mbaza Boma numéro 480, voire Vélodrome non loin de la paroisse Saint-François, commune de Kitambo. Et puis Monsieur David Moubenga, journaliste à la RTNC, les familles Rouège, Nzenga, Moulapou et Ngouz Henri, les neveux, nièces, ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de la communauté ronde de Kinshasa et du Katanga le décès de leur fille, nièce, mère et grand-mère, Jacqueline Rouège-Mouland, survenue le 8 février 2013 à Paris. Les obsèques se dérouleront à Paris, en France, le vendredi 15 février 2013 à 11 h. À Kinshasa, à cette même date, il sera organisé à 17 h une messe d'action de grâce à la mémoire, en la mémoire de la défunte dans la commune de Lemba, sur l'avenue Louangue numéro 15, voire Lemba Foire. Ainsi s'achève ce journal de Jules Lombo et de Pascal Kossi, supervisé par Guillaume Koukoumamengi Panji. Ont participé à sa rédaction Nanou Umba, Constance Mananga, Anastasie Doumbou et Judith Vouma, que je remercie. La prochaine édition d'information sur la RTNC, c'est demain 7 h avec Peggy Mukunda. Merci.